Bon, est-ce que vous sentez cette odeur de gazon fraîchement coupé? Est-ce que vous entendez les olé dans vos têtes? Ce soir, on accueille un champion du monde, un vrai, un pur, un qui a fait trembler les filets et les coiffeurs de l'époque. But en finale contre le Brésil, cheveux blonds au vent et une carrière digne d'un scénario hollywoodien. Emmanuel Petit, ce n'est pas juste un nom, c'est une page dorée de notre histoire foot. Et maintenant, il vient troquer les crampons contre le micro pour une soirée pleine d'anecdotes et de passion. Rangez vos vuvuzelas et faites un maximum de bruit pour Emmanuel Petit. Merci beaucoup, Emmanuel, de venir à la rencontre du public de Stars and Stories au Purple Lounge. Nous saluons aussi celles et ceux qui suivent Stars and Stories sur la chaîne YouTube du Casino 2000. Alors, tu vas être participatif à cette soirée. Emmanuel, nous allons passer 1 heure ensemble. Donc, on a le compteur et puis ta compagne également qui surveille le temps. Elle est la maîtresse du temps. Alors, bon, c'est 6 minutes, non, là, on le met à 0, bien sûr. Donc, nous passons 1 heure ensemble et cette soirée sera illustrée de vidéos, de photos et certaines que tu vas retourner toi-même. Et je vais te demander tout de suite de retourner la première photo, Emmanuel. D'accord. Des grosses photos ou... Ouais, vas-y, voilà. Voilà. Voilà, première photo, tu peux la poser. Hein. Je la pose là. Voilà, tu la poses et puis, alors elle est sur l'écran aussi. Donc, Oui. Je te propose de nous décrire cette première photo. Donc, il y a un groupe. Évidemment, c'est ma de gamins. jeunesse, c'est mes premiers pas sur un terrain de foot. Je n'étais pas encore licencié. Alors, le monsieur ici, c'est mon papa, Jean-Paul. Et là, c'est mon frère Olivier, qui paie à son âme, qui est décédé. Et à côté, c'est mon frère David, que j'ai vu encore la semaine dernière en Normandie. Et le petit blondinet au casque d'or, là, c'est moi. Avec le pull pourri, c'est moi. D'ailleurs, on te surnommait à l'époque Casque d'Or. Hein. Casque d'or, j'ai eu bien des surnoms, donc casque d'or en fait partie, oui. Alors, tu es, on peut le dire, Emmanuel, made in Normandie. C'est ça. Je suis né à Dieppe, en Seine-Maritime, 76. Et en fait, j'ai grandi à Saint-Nicolas-d'Alermont, qui a la particularité d'être, je pense, je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais d'être le plus grand village d'Europe. Enfin, à l'époque, c'était ça. Mais Oui, alors c'est 4000 habitants. Aujourd'hui, normalement, 4000 habitants, c'est une petite ville. ouais, je me suis bien fait chier en tout cas. Heureusement qu'il y avait le foot. Et en fait, ça représente l'équipe jeune de Arc-la-Bataille. J'ai fait toutes mes classes en tant que jeune. C'est un patelin qui se trouve entre Saint-Nicolas-d'Alermont et Dieppe, en Normandie. Et on peut visiter, cela dit, je ne sais pas si tu l'as visité souvent, j'ai vu qu'on pouvait visiter le musée de l'horlogerie, à Saint-Nicolas-d'Alermont. Oui, il y a ça. Et à Arc-la-Bataille, il y a le château d'Arc, qui est célèbre également. Je crois que c'était Henri IV qui était là-bas. Et il y a les usines Alpine à Dieppe également, donc la maison mère d'Alpine qui est là-bas. Donc non, mais de toute façon, la Normandie est une très très belle région. Eh oui. Je vous invite à la visiter parce qu'elle regorge de talent et pas simplement dans le sport, mais aussi dans le monde de l'entreprise. Ouais. Ton papa fabriquait des Sans parler pièces de la détachées. Deuxième Guerre mondiale. Quoi. Oui. Ah oui, bien sûr, les plages. Hein. Mhm. Ton papa fabriquait des pièces détachées, ta C'est ça. maman au foyer. Et Hein. alors voilà, photo de mariage. Hein. Ouais. Mhm. Ça a changé, hein. Donc ils sont beaux. Ah, ils sont beaux, oui. Ah oui, mais d'ailleurs, ma mère me racontait encore leur rencontre la semaine dernière, pas plus tard que la semaine dernière. Raconte-nous, Emmanuel. Bah, en fait, la c'était rencontre. à l'époque, il y avait des balles dans les villages. Et mon père, à cette époque-là, faisait son service militaire. Et il était revenu en tenue de service militaire. Et elle nous racontait comment elle avait été séduite de voir ce beau jeune homme se déhancher sur la musique du bal. Et qu'elle était tombée sous le charme et qu'il l'avait invité à danser ce soir-là. Et qu'ils ne se sont jamais quittés. Mes parents, il faut quand même souligner une chose, c'est qu'ils viennent d'une époque qui est révolue. Et qui n'ont pas connu la mondialisation et en fait ils sont toujours ensemble et c'est un petit peu je les envie à ce niveau-là parce que moi je viens d'une génération avec Internet, avec les voyages, l'ouverture des frontières, et ben en fait on a beaucoup plus de tentations et donc eux ils représentent une génération qui pour moi sont un peu presque préhistoriques en fait.
Alors tu parlais donc de ton papa en uniforme, c'est ça? C'est ça. Mais alors finalement, mais toi aussi, puisque tu portes la tenue de la Patrouille de France, ce ouais. soir. C'est ça. Je suis en collaboration avec eux depuis plusieurs mois. Ça a été repris, c'est une franchise du ministère de la Défense qui avait du mal justement à la faire décoller et ça a été repris par le patron de Redskin, aussi les cuirs. Et je suis en collaboration avec eux depuis pas mal de mois et je les ai revus encore cette semaine et je suis très très content de collaborer avec eux pour maintes raisons, parce que dans ma famille, on a un côté très patriotique. On n'est pas dans le nationalisme, mais dans le patriotisme, où que ce soit mes cousins qui étaient dans la marine ou mes autres cousins qui sont dans l'éducation nationale, on a un rapport avec le pays, avec la France, qui est assez prononcé. Donc moi, j'ai choisi le sport jusqu'au plus haut de l'échelle. Mais c'est pour ça que ça me fait un peu mal au cœur de voir un petit peu dans quel état se trouve mon pays à l'heure actuelle. Ouais. Et alors tu t'es posé avec, alors je ne voudrais pas dire de bêtises quant à l'avion, avec ton Alpha Jet sur l'aéroport Non, de je n'ai pas de Luxembourg. jet malheureusement. Donc j'attends justement une invitation des Émirats Arabes Unis pour avoir un Boeing. Mais mais pour revenir au truc avec la Patrouille de France, j'aime beaucoup les gens qui ont cet esprit de dévouement en fait, envers leur patrie. Et qui ne, on ne parle pas d'amour vraiment, c'est de dévotion. Et c'est pour ça que je suis impatient de les rencontrer. Normalement, c'est prévu au mois d'octobre. Ouais. Donc ton papa fabriquait des pièces détachées, ta maman au foyer. Et dans tes souvenirs d'enfance, il y a ces repas de famille chez le grand-père paternel. Il y avait même l'arrière-grand-père. Ouais. Il y avait à table alors un côté homme, un côté femme. Il y avait un côté homme, un côté femme et un côté enfant. Les gamins étaient au bout de table. Et en fait, moi, mes frères et mes cousins, on avait peur de notre grand-père et de ses frères. Ils étaient, je crois, de mémoire, si ma mémoire ne me fait pas défaut, et je crois qu'ils étaient 7 frères. On avait l'impression d'être dans un film de mafia. Ils étaient costauds, avec des grosses mains, des grosses paluches, et ils ne parlaient pas, en fait. Ils étaient tous au bout de table et il regardait tout le monde comme ça avec le regard perçant et dur, avec des oreilles d'éléphant. Et moi, ça me faisait flipper, mes frères aussi. Donc, je viens d'une époque, en fait, comme je l'ai dit juste auparavant, c'est assez révolu parce que, en fait, ça n'existe plus tout ça. Il n'y a plus de repas de famille avec le patriarche, avec grand-mère, les oncles, tout ça. On se voit même presque rarement pendant les fêtes de Noël. Mais nous, c'était presque un rendez-vous incontournable le week-end, en fait. Et on peut dire que c'était pas Versailles. Hein. Ah non, c'était loin d'être Versailles. Ouais. Je viens d'un milieu modeste, hein, donc, et on a très bien vécu, parce qu'en fait, on était entouré d'amour. Donc c'est ça qui est pour moi assez important aussi, en dehors de l'aspect matériel. C'est ça, donc les 3 garçons dans une chambre, avec Ouais, des frères aînés, puisque tu es le dernier. Alors je ne sais pas si je dois t'appeler Emmanuel, Manu. Bon, ta maman t'appelle toujours Emmanuel? Ma mère, c'est la seule à m'appeler Emmanuel, et ça m'énerve en fait. Ah oui. Parce que ça fait tellement longtemps qu'on m'appelle Manu, qu'à chaque fois qu'on m'appelle Emmanuel, à chaque fois c'était pour m'engueuler en fait. Ah oui, c'est ça, c'est plus solennel. Oui, Et au Emmanuel, moment... tu vois, même à l'école c'était pareil, j'avais une prof de français que je détestais et qui prenait un malin plaisir à chaque fois. Moi je la comparais à la femme qui était dans Vipère au point, vous savez, d'Hervé Bazin. Folcoche. Ouais, je voulais pas le dire, mais bon. Mais c'était une vraie... Bref. Mais je vais t'appeler Manu parce que comme le temps est serré, donc on va gagner du temps à chaque fois. Ouais, parce que je suis assez bavard sur aussi. ton prénom, effectivement. Ouais. Donc avec tes 2 frères, donc Olivier, le frère aîné, 3 ans de plus que toi, et David, 2 ans de plus que toi. Ouais. Je suis le cadet et tous les 3, on a bercé dans le sport. Mon papa était un champion de cycliste, de foot, et mon oncle était champion de Normandie de tennis de table. Et en fait, on était tout le temps dans le sport constamment. Et c'est d'ailleurs un de mes plus grands regrets. J'aurais bien voulu jouer en équipe de France avec mes 2 frères, en fait. Et cela dit, les après-midi étaient aussi des après-midi bagarres. Souvent même. Avec ou contre les gitans? Oui, mon meilleur ami, paix à son âme, il s'est suicidé il y a longtemps. Olivier Fermand, j'ai toujours son nom en tête. Olivier était pris ce qu'il pouvait considérer aujourd'hui comme le harcèlement scolaire.
il le vivait quotidiennement et personne ne faisait rien. Et au bout d'un moment, j'ai fait tomber le cartable. J'ai dit maintenant, si vous voulez vous taper avec quelqu'un, c'est avec moi. Parce qu'on devait toujours traverser un camp de gitans pour rentrer chez nous. Et je ne sais pas, il l'avait pris en grippe. Et à un moment donné, j'en ai eu marre. Donc, un peu comme dans Rocky, les types en avaient marre de me taper parce qu'à chaque fois, je me relevais. Et j'avançais vers eux, la tête en sang. Et les mecs, au bout d'un moment, ils ont baissé les bras. Ils ont dit, c'est bon, ce mec, je veux dire, il se relève tout le temps, quoi. Et du jour au lendemain, ils ont arrêté de l'emmerder, en fait. Mais ton enfance, c'était pas mal les 400 coups. Pire que ça, c'est que la gendarmerie est venue me chercher au collège parce que avec mon frère et un ami, on avait organisé le vol à l'époque, on payait les salaires des ouvriers souvent en cash. Et je m'en vais encore. C'est marrant parce que j'en parlais la semaine dernière encore en Normandie avec certaines personnes. Ça reste toujours ici. Si j'avais pu, si je pouvais revenir en arrière, parce que la personne était tellement gentille, on a profité de sa gentillesse, on l'a trahi. C'était Monsieur Le Floch. C'est ça. Un entrepreneur qui était à une cinquantaine de mètres de là où j'habitais. Et il nous ouvrait à chaque fois les portes de son usine. Moi, j'étais passionné par ce qui se passait dans son entreprise. Et on a profité de sa gentillesse, on savait où il cachait l'argent et on a volé son argent. Heureusement qu'il y avait le foot. Heureusement que le sport m'a sauvé parce que et heureusement que je vivais dans un village parce que je pense que je serais tombé dans la grande délinquance. Donc j'étais passionné en fait, j'étais fasciné par les films de gangsters à l'époque, hein. Mais vrai, hein, même pour de vrai, hein. Donc heureusement que j'habitais dans un petit village, pas dans une grande ville, une grande métropole. C'est vrai qu'on a tous joué aux gendarmes, aux voleurs, aux gangsters. Non, mais là, quand même, c'était dans on avait 2 cages quand même, ouais, hein, dans une maison et en forêt, et on cachait tout ce qu'on piquait. Donc, oui, non, tu as poussé le jeu assez loin quand même, effectivement. Oui, puis je pense que même à 14 ans, quand tu es capable de te battre, de voler, et presque des fois même de penser aux raquettes, c'est que dans un village, c'est que tu as un problème quelque part, tu vois. Bon, mais il y a le foot, effectivement, Manu, et donc à l'Étoile sportive Arcaise, et tu as toujours eu le goût de la compétition. Hein. Et de la bagarre aussi. Et de la bagarre aussi. Moi, je me suis calmé, hein, parce que j'ai plus l'âge de me battre, hein. À un moment donné, il faut quand même mettre un petit peu d'eau dans son vin. Et j'ai appris aussi à calmer l'autre qui est en moi, un petit peu comme Hulk et le Dr Banner. Donc souvent, Hulk prenait toujours le pas sur le Dr Banner. Maintenant, c'est le Dr Banner qui arrive à contrôler en permanence. Donc j'ai arrivé à comprendre, à prendre beaucoup de recul. Donc effectivement, ce côté compétitif, bagarreur, il a été très présent, très vite, très rapidement chez moi. Je ne sais pas si c'est dans mes gènes, parce que quand tu regardes mes parents, ils sont pacifiques. Je veux dire, mon père ne dit jamais rien, il n'y a pas une once d'agressivité chez lui, mais chez moi... C'est pour ça que je pose souvent des questions à ma mère. Je me dis, pendant le débarquement, est-ce que... Il n'y a pas eu un truc quelque part? Elle n'aime pas trop quand je parle de ça. Et avec les minimes de l'ES Arc, tu vas... Alors, très jeune, finalement, tu vas tenir tête au club phare de la région. Ouais, donc, et il y a une saison sur les 102 buts marqués. 51. 51, la moitié. Hein. Ouais, pile poil. 51 paye à boire. Bah oui, parce que je jouais au milieu offensif. Je faisais 1m78, j'avais déjà une morphologie assez grande. On jouait sur les terrains d'adultes, en minime, et on jouait avec les réserves du FC Rouen, du Havre, tout ça. Et à chaque fois, on leur mettait une tannée. Et les mecs, à chaque fois, faisaient des positions à la fin du match parce qu'ils ne croyaient pas en mon âge. Ils n'arrivaient pas à croire qu'un joueur pouvait être talentueux à ce niveau-là aussi jeune. On était très très loin de ce qui se passe aujourd'hui. Donc il n'y a pas les détections, tout ce qui se passe, le maillage qui peut exister à l'heure actuelle au niveau des clubs professionnels, ou les détections. Il faut quand même avouer une chose, c'est que j'étais un calvaire pour mes parents, pas simplement pour toute la notion de bagarre, tout ça, tout ce que je pouvais faire comme conneries. C'est que dès que je rentrais de l'école, je m'assurais d'avoir la moyenne stricte. Je faisais aucun effort à l'école. Je m'ennuyais à mourir à l'école. Je passais mon temps à être au fond de la classe, à côté du radiateur, à regarder dehors. Je rêvais en fait. Attendre que ça passe. Oui, et je faisais le strict minimum pour pas m'attirer les foudres de mes parents. Mais j'aurais pu être un bon élève, ça je le savais, mais je n'avais pas la volonté. Au contraire, quand je rentrais à la maison, je balançais rapidement mes devoirs au bout d'une demi-heure et je prenais un ballon et j'allais dans le jardin et je jouais contre un mur.
Et ça, le sport et le foot m'a permis de canaliser ma violence et de m'apporter, en fait, de me faire découvrir autre chose à l'intérieur. Et le ballon a été transformé par une balle de tennis. La balle de tennis a été transformée par un citron. Le citron par un orange, l'orange par une mandarine. Et à la fin, je jonglais même avec un noyau. Donc, non, c'est comme ça qu'on apprend véritablement la technique, le contrôle, la gestuelle, le dosage. Et contre un mur, en fait, ça ne fait que renvoyer ce que tu donnes. Et c'est pour ça que j'adorais jouer contre un mur. Et mes parents s'en souviennent encore parce qu'on a cassé un nombre incalculable de vases et de chaises et de meubles à la maison parce qu'on faisait des 1 contre 1 entre les canapés, les chaises et tout, avec des ballons, avec du scotch et tout. Enfin, c'était un enfer, quoi. Mais tu te feras remarquer, effectivement. Oui. Et dans les matchs, on dit attention, c'était le 10 à l'époque, attention Ouais. au 10. Hein. Mm. Juste un mot, on va ouvrir une page sur le sport amateur, parce que dans le livre que tu as co-signé, Franc-Tireur, tu rappelles l'importance et puis tu défends la cause, bien sûr, du football amateur, des petits clubs, du bénévolat, des clubs qui galèrent. Ouais, ça a changé quand même. Hein. À cette époque-là, ça a changé, ça va mieux aujourd'hui. Non, maintenant, ça a changé. Hein. Oui, ça va mieux aujourd'hui. Non. Non, c'est ça, oui. C'est pire aujourd'hui. Ah oui. Oui. Bah donc oui, déjà à tout le monde- l'époque, tu t'en inquiètes de ces clubs qui. Je m'en inquiète, c'était il y a une vingtaine d'années. Donc aujourd'hui, Ouais. tu peux t'imaginer le constat. Je pense que même tu peux l'oublier, le constat qu'il y a 20 ans. Hein. Au niveau amateur, aujourd'hui, ça devient la même mentalité. Il y a encore, Dieu merci, des bénévoles avec des parents et des enfants qui viennent là simplement pour s'émanciper. Mais la grande majorité des gamins, des fois, je me demande même si c'est leur choix ou si c'est pas le Celui des choix des parents. Parce Mhm. qu'on a l'impression d'acheter un ticket de loterie et en fait, on appelle ça le plan Mbappé, en fait. Donc, le projet Mbappé, pardon. Donc, tout le monde espère justement connaître... Mais ça, tu le dis déjà à l'époque. Hein. C'était déjà. Je le dis à Mais l'époque. c'est Oui, parce qu'aujourd'hui... davantage. Enfin, peut-être pire. Aujourd'hui, c'est quasiment que ça. Je veux dire, tu vois les entraîneurs, comment ils se font insulter sur les terrains amateurs, les arbitres, comment ils se font menacer. Je veux dire, c'est quelque chose que la FFF cache en permanence, mais c'est une réalité, quoi. J'aimerais pas être arbitre au niveau amateur à l'heure actuelle, non. Alors, j'ai ce livre sur la table. Il y a ce livre, on va voir la couverture, Les joueurs du dimanche. C'est un livre publié par quelqu'un qui s'appelle Julien Oex, qui a fait partie des joueurs du dimanche et qui, avec ce livre, avait envie de rendre au football ce que le football lui avait offert toutes ces années. Et Julien est aujourd'hui plutôt tourné vers le théâtre et l'écriture. Et il a laissé un message pour toi qu'on découvre. Okay. Bonjour Thierry, bonjour tout le monde. Bonjour Emmanuel. Emmanuel, j'ai une question pour vous. Dans mon livre, Les joueurs du dimanche, je fais un condensé de toutes ces émotions, de toutes ces sensations qui nous traversent quand on est un jeune joueur et quand on débute le football sur les terrains amateurs. J'aimerais savoir si vous aussi, vous avez un moment clé, une sensation unique dont vous vous rappelez et qui pourrait symboliser vos débuts à Arc-la-Bataille ou un peu plus tard à l'AS Monaco. Merci beaucoup. En effet, c'est Julien, c'est ça ? Julien. Merci Julien pour ta question. Oui, j'ai plein de mémoires qui me reviennent, notamment certains tournois quand on faisait jeune en fin de saison, où je me rappelle de certains buts que j'avais marqués, des tournois, des trophées, ou les concours Coca-Cola. À l'époque, c'était les concours Coca-Cola dans les grands tournois, notamment à Dieppe, où je gagnais les concours Coca-Cola, c'est-à-dire les jongleries, pied gauche, pied droit, genou, tête. Et je me rappelle d'une saison où les organisateurs m'ont demandé d'arrêter. Tellement je ne m'arrêtais pas, en fait. Donc il y a ça. Je me rappelle aussi de certains buts que j'ai marqués aussi avec les minimes. Et je me rappelle notamment de la journée, les festivités que m'a réservé mon club amateur avec la bataille, avec tous les dirigeants, toutes les familles, tous les entraîneurs et tous mes coéquipiers, pour mon départ à l'AS Monaco, au centre de formation. Et ce jour-là, on fait un petit match improvisé. Et moi, comme un con, je gagne un duel contre un des dirigeants du club qui était adoré par tout le monde et je lui casse la jambe. Pas fait exprès. Hein. Ça peut arriver. Hein. C'est un contact. Donc voilà. Donc c'est...
finalement, Je sais pas, avec le temps, vous êtes très enfin, ça s'est bien passé avec Tu lui. sais, j'ai une expression pour ça, mais je sais pas si je peux la dire. Mais Allez. en plus, on est On est filmé, entre, donc, oui, mais on est entre nous quand mais même. comme je m'en fous en fait, donc je vais la dire quand même. Je dis souvent que quand il m'arrive des trucs comme ça, on est 7 milliards sur Terre, mais non, je vais pas la dire. Ah, si. Ah non, bah non. Là maintenant. Ah non, je peux pas, tu- c'est tu assez t'es trop vulgaire. avancé. Non, Il y a c'est trop de gens c'est respectables trop dans la frustrant. pièce. C'est trop donc, frustrant. Voilà. Non, Non, allez. mais non, n'insiste Allez. pas. Non, non, Allez. non, non. On Ah, me dit de oui. pas le dire. Bah- Non, je vais pas le Allez, dire. Manu. Non, n'insistez pas, je le ferai pas. Non, c'est vulgaire. Mais, non, mais Non. allez, allons. Là, je suis à jeun, donc. Bon, tu étais sûr, tu veux pas le dire. Non, Je je le dirai pas à le la dire. fin de la rencontre. Non, il y a une personne ici présente qui connaît la suite, mais Bon. Ok, alors ça parle des astres et tout. Alors ce livre, Julien te le remet. Merci. Et donc voilà, il te l'a dédicacé aussi. C'est que pendant très très longtemps, j'ai lu, j'étais un dévoreur de bouquins. Donc, Ouais. Et tu as écrit aussi. oui, Enfin, oui, en gamin, collaboration d'ailleurs. oui, alors tu as écrit aussi. Là, mais- son mais âme, jeune, Jérôme tu- Fauconnier, qui est décédé l'année dernière. Mais tu écrivais quand tu avais 13 ans, tu écrivais, c'est ça J'avais un Bon, si journal c'est des intime, carnets, hein. un journal intime comme communément, je pense que les demoiselles ou les jeunes filles. Moi, j'aimais écrire parce qu'en fait, c'était ma seule façon de m'extraire de ma souffrance quand j'étais seul. Quand j'ai quitté mes parents à l'âge de 12-13 ans, j'avais fait déjà un essai à l'âge de 11 ans en partant de chez moi et ça s'est soldé par un échec à 50 km de chez moi. Quand je suis parti à 13 ans pour partir au centre de formation de l'AS Monaco, ça a été très très dur. Très très dur. La séparation familiale, mes amis, ma région natale. Aller à Monaco quand tu viens d'un patelin de Normandie comme Saint-Nicolas-d'Hermont, c'est le jour et la nuit. Donc il a fallu que je note tous les jours, que j'écrive mon ressenti. Et donc l'écriture est devenue une passion. Je le faisais tous les jours. Je te laisse retourner la photo suivante, Manu. Ah, Arsène. Ah, il n'est pas très loin, hein. Le Strasbourgeois. Ya. Bon, rencontre très importante. Oui, déterminante. Une rencontre qui a dépassé largement le cadre du terrain. Arsène est venu me chercher un dimanche matin, quand je jouais avec le centre de formation de l'AS Monaco dans la banlieue de Nice. Je ne me rappelle plus si c'était au Cavigal de Nice. Et on savait que Arsène, qui était l'entraîneur de l'équipe 1, était venu nous superviser ce jour-là, alors que c'était quand même assez rare. Et tout le monde était en ébullition. On savait que l'équipe 1 était décimée, il y avait à peu près 12 blessés. Et Monaco jouait les premiers rôles en championnat, mais également la Coupe d'Europe. Et on savait qu'il était venu superviser certains d'entre nous. Donc on s'était mis une pression incroyable avant le match. À l'issue du match, il vient me voir, il me fait: à partir de demain, tu prends tes affaires, tu viens t'entraîner avec nous. Et Arsène a été un bâtisseur de la personne que je suis et du joueur que je suis devenu. Et avant de devenir le joueur que j'ai pu être sur le terrain, il s'est intéressé à construire et à modeler l'être humain qu'il y avait derrière. Lui avait compris avant tout le monde qu'avant d'entrer sur un terrain, on est un être humain et que lorsqu'on a des problèmes dans sa vie, on les transporte sur le terrain. On peut arriver justement à faire le vide et à trouver un exutoire sur le terrain. Mais moi, je n'arrivais pas à dissocier les deux. Ça a toujours été mon extrême sensibilité. Je suis comme je suis, à n'importe quel moment. Je ne fais pas semblant, que tu me mettes une caméra ou pas, que tu me mettes devant un président ou un balayeur de la rue, je m'en fous réellement, je serai toujours moi-même. Ce n'est pas un manque de respect, c'est juste que je ne vais pas me forcer à être quelqu'un d'autre juste pour te faire plaisir ou juste pour prétendre à un rôle, pour faire plaisir aux gens. Je n'attends pas d'être aimé par les gens, j'attends simplement à trouver ma propre sérénité. Arsène a été un architecte à ce niveau-là. Mais la première année, il t'avait surnommé l'emmerdeur. L'emmerdeur avec Lino Ventura, c'est un de mes films préférés. Franchement, je l'ai encore revu il n'y a pas longtemps et j'adore Lino Ventura, donc avec Jacques Brel. Donc sincèrement, je trouve plutôt que être un emmerdeur dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, c'est plutôt un compliment. Bonne qualité, effectivement.
Tu as adoré tes années à Monaco, Manu, on peut dire. J'ai adoré, même si ça a été très pénible pour moi. Regarde la tronche que j'ai. Moi. Pourquoi tu rigoles, toi? Ah, le maillot. Ah oui. Oh putain. Voilà. Non, mais là, c'était. Regarde-moi ça. Mais à l'époque, la coupe de cheveux, elle était Ah oui. à la mode. Hein, Absolument. Regarde, C'était tous la les coupe de chanteurs à l'époque. cette époque-là, dans les 80, c'était ça, quoi, tu vois. Les Bee Gees, les machins, tout ça. Waddle, Chris Waddle, voilà. Bon, j'avais un peu les oreilles décollées. J'ai fait opérer depuis parce que, en fait, j'avais beaucoup de problèmes avec ça. Donc, j'ai eu une opération avant d'aller au service militaire. Parce que. Mais alors, au service militaire, il avait quand même fallu couper tes cheveux, enfin, quand même. Couper les cheveux. Ouais. Ça ne t'est pas arrivé C'était depuis le service militaire? Pas vraiment le service militaire. Moi, je l'ai fait pendant la première guerre du Golfe. Ah oui. Mais donc, pas de Donc, problème. en avec plus, la coupe on de m'avait cheveux. mis moi responsable des réserves pétrolières. Putain, le mec fumait des clopes dehors, tu vois. Tu te rends compte, toi? Première guerre du Golfe, à cause du pétrole, on met responsable des réserves pétrolières. Ils ont tout compris. Alors à Monaco, hein, au centre de formation, c'était encore un peu les 400 coups aussi. En fait, tu faisais le mur, tu sortais. Je faisais le mur et tu étais mis à l'amende. Ah oui. On avait un règlement très strict au sein du centre de formation et au bout de 3 bolames, tu étais censé être renvoyé. Mais je pense que j'ai fait un cas de jurisprudence, moi, au niveau du club. Parce que je pense que mon talent et les perspectives qu'il portait en moi étaient beaucoup plus grandes que les conneries que je pouvais faire. Donc je passais mon temps à faire le mur. On avait un couple, monsieur et madame Ribon. Ils avaient un chien. Nous, on était au centre de formation du stade Louis II et au bout, il y avait les 20 chambres et au bout, on avait un petit couloir et c'était leur appartement. Et il y avait la seule porte où on pouvait accéder à l'extérieur, c'était à côté de leur appartement. Sauf que dès que tu l'ouvrais, ça faisait du bruit. Et le chien, putain, j'ai l'impression qu'il dormait matin, midi et soir derrière la porte et il aboyait tout le temps. Donc moi, j'avais trouvé la parade, j'étais passé sous les tribunes du stade Louis II. Enfin bref, c'était un truc, un labyrinthe. J'étais même allé voir des gens qui travaillaient dans le service de nettoyage pour leur demander comment vous passez, machin, tout ça, pour pouvoir sortir en cachette et rentrer quand je voulais. C'était un peu la grande évasion, Sauf finalement. qu'un jour, il m'a chopé et il m'attendait devant ma porte. Et donc, l'AS Monaco ne savait plus quoi faire avec moi. Il m'a dit, est-ce qu'on le renvoie définitivement ou alors on espère qu'il va changer un jour? Et tu as changé. Pas vraiment. Un peu. Bon. Alors, une date qui aurait pu être en fait un jour comme les autres, mais cette date est gravée dans ta mémoire, bien sûr, c'est le 10 avril 1988. Alors, tu fais référence... C'est pas la bonne date? La date du décès de ton frère. De mon frère, oui. Ouais. Ouais. C'était une belle journée parce que c'était. Tu vois le survêtement qu'il porte là? Ouais. Tu étais avec tes parents. Les fameux survêtements Adidas à l'époque. Je ne sais pas si ça vous parle, mais là on le voit pas puisque c'est un. Mais j'ai toujours le bas de son survêtement chez moi. Je suis partout où je vais. Enfin, je ne l'emporte pas avec moi quand je me déplace, mais il est avec moi, il est à côté de moi tout le temps. Et j'en parle très souvent. Je veux qu'il continue à vivre dans ma mémoire. On en a parlé la semaine dernière avec mon frère et mes parents. C'est évidemment une énorme tragédie parce qu'il est décédé sur un terrain de foot au moment même où je passais professionnel à AS Monaco. J'ai vécu ça comme un message divin. Et je me suis senti en mission pendant toute ma carrière, en fait. Et ça a toujours été une extra motivation pour moi. J'avais toujours les mêmes préparatifs avant un match, les mêmes pensées. C'était une façon d'honorer sa mémoire, mais aussi je m'étais juré au fond de moi-même que sa mort ne serait pas vaine et que les larmes feront place, le sourire et la joie et la gaieté feront place justement aux larmes qui pouvaient couler sur le visage de mes parents. Parce que je me rappelle très bien de son enterrement, je n'ai pas voulu regarder son tombeau. J'ai tourné le dos à son tombeau, je ne voulais pas avoir cette image-là dans ma tête. Et pourtant, Dieu sait si j'étais un calvaire pour lui quand j'étais jeune, parce que moi et mon autre frère, on lui a cassé le bras. C'est toujours des trucs...
Je sais que je me suis mal comporté avec lui, mais il a toujours joué son rôle de grand frère. Il était beau, il était talentueux, à la fois dans le foot, mais également dans les études. Il était capable de désosser un transistor et de le remettre. Il voulait faire une école d'ingénierie. Il aurait pu devenir professionnel de football parce qu'il était très doué au poste d'avant-centre. Et il avait tout pour lui. Il avait la beauté, il avait l'intelligence, le charisme. J'en étais un peu jaloux, en fait. Voilà, donc c'était une rupture d'anévrisme. Rupture d'anévrisme, et on a appris sa mort. Quand vous étiez en famille, justement, avec tes parents. Mes parents étaient avec moi à Monaco. On a reçu un coup de téléphone chez un ami. Et c'est la première fois. Mon père, qui est un taiseux, il vient de cette génération d'après-guerre où on ne parle pas, où on ne prend pas les enfants dans les bras, on ne leur fait pas de câlins. En plus, en Normandie, c'est un peu comme ça, tu vois, cette génération. Et c'est la première fois que j'ai vu mon père se frapper la tête contre un mur et en répétant sans cesse à tue-tête c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Et ma mère qui était assise à côté de moi tout de suite, elle a su qu'il s'était passé quelque chose pour mes frères. Et j'ai vu la détresse, le monde s'écrouler en l'espace de quelques secondes. Mon monde a changé ce jour-là. Le monde de mes parents a changé également. Mon père a perdu quand même son frère, sa sœur et sa mère dans un accident tragique. Je veux dire, aucun parent au monde ne devrait vivre ça, de la perte d'un enfant, en fait. C'est atroce. Mais alors, tu disais ton papa un peu taiseux, mais cela dit, tu l'étais peut-être toi aussi, parce que Arsène Wenger, par exemple, enfin, me semble-t-il, t'a invité à t'ouvrir aux autres Oui. à Monaco. Donc, il y avait un peu de ça aussi. Le jour de mon premier match en pro, j'ai chargé le regretté Stéphane Paille, puis à son âme également, qui joue en équipe de France à cette époque-là. Et moi, j'ai commencé en défense centrale ce jour-là, au Stade Louis II. Mars 89. Je l'ai canalisé pendant tout le match. J'ai été élu homme du match pour mon premier match en pro ce soir-là. Et le lendemain, c'était au camp de la Turbie. On faisait un décrassage. Et moi, à cette époque-là, je parlais à personne, en fait. J'étais introverti, renfermé sur moi-même. J'étais avec mes écouteurs. J'essayais de dealer avec la mort de mon frère, la perte de mon meilleur ami, mon grand-père aussi qui était décédé, que j'aimais beaucoup. J'étais loin de ma famille, j'étais tout seul dans une chambre. Je devais dealer avec tout ça en permanence. Donc l'écriture a été pour moi salvatrice, mais d'autres personnes aussi m'ont beaucoup aidé. Arsène a été aussi ça. Donc il est venu vers moi ce jour-là. Il m'a dit, Manu, je peux te parler? Je dis oui. Il m'a dit, il va falloir que tu réalises que le monde n'est pas aussi négatif que tes yeux le laissent penser. Et qu'il y a de la beauté chez l'être humain, il y a de la beauté là où on veut voir, là où on peut voir en fait. Il me dit, moi j'ai confiance en toi, je sais qu'au fond de toi tu es une belle personne, mais qu'en fait tu n'as pas confiance en toi, tu t'es refermé vers toi-même à cause de toutes ces blessures. C'est ce qui m'a amené à avoir des rapports avec lui beaucoup plus intenses et beaucoup plus profonds que la simple relation d'un entraîneur-joueur. On a un côté paternaliste là-dessus. D'ailleurs, les anciens coéquipiers, à chaque fois qu'ils nous voient ensemble, n'arrêtent pas de nous narguer en disant la réunification du père et du fils. Et surtout, ça m'a amené après à un parcours spirituel. La lecture, le bouddhisme, j'ai rencontré des hauts dignitaires, je me suis intéressé à tout un tas de lectures différentes. J'étais comme une éponge en fait. Mon esprit, mon corps me demandait justement de sortir de là, d'être en mutation, un petit peu comme un papillon en fait. Alors, on est au Grand-Duché du Luxembourg, mais à la frontière avec le département de la Moselle, quelques mètres d'ici. Et il y a un joueur que tu as apprécié à Monaco. C'est un Mosellan, il est natif d'Amnéville, c'est Patrick Battiston. Ah, Patrick, ouais. J'ai commencé... J'ai eu la chance, moi. C'est pour ça, quand je vois les nouvelles générations, même... Aujourd'hui, c'est peuplé que de jeunes joueurs. C'est presque un défi de voir des pères de famille aujourd'hui dans un vestiaire. C'est tous des gamins, je veux dire. Ils sortent de la puberté, ils battent tous des records de précocité. Moi, à mon époque, quand j'ai commencé en pro, même en équipe de France, avec Michel Platini comme entraîneur, j'étais le seul jeune joueur de l'équipe de France. Et en pro, avec l'AS Monaco, hormis Patrick Valéry, qui était latéral droit, qui était 2 ans de plus que moi, il n'y avait que des pères de famille avec nous.
Patrick Battiston a été un guide parce que j'étais souvent associé avec lui en défense centrale. Il avait une classe sur et en dehors du terrain. C'était magique à regarder. Je viens d'une génération chanceuse quand même. J'étais entouré de bonhommes, quoi. Des mecs qui n'étaient pas là pour le pognon, pour l'argent, qui étaient là par véritable passion et qui avaient une caractère, une personnalité hors norme, hors du commun. J'ai eu une chance et un privilège incroyable de côtoyer ces gens-là à mes débuts, quoi. Ils ont été des guides pour moi. Ils me protégeaient, ces gars-là. Tu parles de Patrick Battiston, mais je peux t'en citer d'autres. J'ai Jean-Luc Ettori, par exemple. Je veux dire, c'est des bonhommes, quoi. Moi, j'ai un amour inconditionnel, un respect inconditionnel pour ces gens-là, quoi. Donc cette saison pro à Monaco, et on va parler de 2 événements, on peut dire une catastrophe et une affaire. Les années 92-93, j'aimerais bien que tu nous dises ton ressenti là-dessus. En tout cas, toi, tu as dit, Manu, la saison ou les années 92-93 me restent en travers de la gorge. Jusqu'à la fin de mes jours, j'aurai un sentiment de dégoût. Ouais. À la fois des autorités sportives, mais des autorités judiciaires de mon pays, parce que je reste persuadé que ça a été, pour moi, non seulement une corruption sportive, mais après un assassinat politique. L'affaire Tapie, ce qui a été révélé sur les 7 épisodes de Netflix, pour moi, c'est de l'enfumage. Voilà, que dire de plus que la proximité avec François Mitterrand à l'époque, la montée du Front National, enfin bref, je ne vais pas vous refaire l'histoire. Je pense que ceux qui connaissent vraiment l'histoire savent très très bien qu'on n'est pas dans du sport, on est dans de la politique pure et simple, on est dans les cols blancs. Est-ce que tu as déclaré à l'époque cette phrase sur les 20 clubs de Ligue 1 ou de D1 19 cours 100 mètres, un cours 80 mètres. Ouais. Ouais. Et je retire aucun mot, aucune lettre de ce que j'ai dit à cette époque-là. Ce qui t'a valu un regard assassin, mais tu l'as rendu aussi quand tu as croisé Bernard Tapie. Je m'en fous royalement, quoi. Et je me fous de savoir ce que pensent les supporters conditionnels de l'OM à ce niveau-là, quoi. C'est clair, ça, ou pas? Non, mais sérieusement, je le dis très sérieusement. Pour moi, c'est de l'histoire ancienne, le livre est fermé. Mais voilà, il y a... Pour ceux qui pensent encore que ce qui s'est passé, c'est un complot, moi, j'ai été victime, comme des centaines de personnes, de ce qui s'est passé à cette époque-là. Que ça a été un simulacre de justice, hein, et que la justice n'a toujours pas été rétablie à ce niveau-là. Et puis je pensais aussi, tu pensais aussi à l'époque en le disant, un autre drame, c'est avec un scandale aussi, le drame de Furiani. Ah ça, heureusement d'ailleurs que le 5 mai maintenant, on n'est plus autorisé à jouer ce jour-là, parce que nous, on était avec l'AS Monaco, on était au Portugal pour préparer le lendemain la finale de Coupe d'Europe qu'on jouait contre le Werder de Brême. Mais je peux t'assurer qu'à cette époque-là, les portables venaient à peine de se développer. Avec les Motorola, tu te rappelles, c'était des gros trucs qui devaient te trimballer, là. Et donc, quand on est arrivé au Portugal, on a appris tout de suite la tragédie. Et comme il y avait beaucoup de joueurs au sein de l'AS Monaco, qui avaient des amis qui étaient passionnés de l'OM ou Corse, et que tout le monde attendait ce match avec impatience. Il y avait une effervescence incroyable autour de ce match-là. Ça devait être une fête de football. Ça s'est terminé en une tragédie, une des plus grosses tragédies du foot français. Mais ça reste à jamais une cicatrice béante. Et que les autorités du sport, notamment du football, ont mis un temps fou à comprendre qu'il fallait rendre hommage et avoir un respect incroyable pour toutes les personnes décédées et meurtries ce jour-là. C'est pour ça que le 5 mai, après des années de lutte, a été décidé justement que personne ne devait jouer en mémoire justement de cette terrible tragédie. Nous, au Portugal, je t'avouerai qu'on essaie de suivre sur les rares chaînes d'infos et on est au téléphone fixe. Justement, on essayait d'avoir des nouvelles de proches. On était dans l'incertitude, dans le flou total. On n'a jamais joué cette finale contre le Werder de Brême au stade de la Luz. On l'a perdu 2-0. On ne l'a jamais joué. Vous n'étiez pas là? Non. Ouais. Je te propose d'écouter, Manu, le message d'un membre du club Stars and Stories. D'ailleurs, club dont le nombre de membres augmente à chaque rencontre, puisque tu es un nouveau membre du club Stars and Stories. On l'écoute, on le découvre. Et salut Manu, j'espère que tu vas bien, que tout se passe bien.
C'était pour te dire que tu étais entre de bonnes mains parce que moi je l'ai fait et je me suis régalé. Non, te passer un petit bonjour et te rappeler et te remercier surtout de l'accueil que vous m'avez fait en équipe de France parce que quand tu es jeune et que tu arrives parmi tant de grands noms et de stars, si ces grands noms-là ne font pas ce qu'il faut pour t'accueillir gentiment, ben, ça peut vite être compliqué pour toi, vu le stress et la pression que tu te mets. Donc je voulais vous remercier pour ça et te féliciter pour ton goût prononcé pour la mode. Et je me rappelle qu'on avait des discussions notamment sur la mode, beaucoup de lunettes et beaucoup de mode, notamment de cuir, sur la Mac De 3 à latex. l'époque. Est-ce que je me trompe? Bisous Manu. À Bisous, plus. Djibril. Voilà. Oui, on a fait le Ensemble. défilé de Vogue. Je crois que c'était pour les 50 ans, il me semble. 100 ans du magazine Vogue l'année dernière, Place Vendôme. C'est un défilé exceptionnel et j'ai eu la chance de le faire avec Djibril. Alors, il faut noter quand même que Djibril fait son jubilé la semaine prochaine. Je crois que c'est à Auxerre, le mardi, il me semble. Donc, moi, je suis censé être pris avec l'équipe TV du soir ce jour-là. Mais je lui souhaite justement de passer une superbe soirée avec tous nos copains du foot. Ouais. Bon, et puis vous avez une passion aussi pour les vêtements. Hein. Aussi, Aussi, oui. aussi. Alors, moi, j'assume moins maintenant le côté rock'n'roll que j'avais à une certaine époque. J'étais aussi associé avec Jean-Claude J3, le designer, au niveau des cuirs stretch. Et à l'époque, on avait les Spice Girls, on avait Eva Turner, on avait pas mal de célébrités qui venaient au magasin, donc on était pas mal. Donc on avait ce goût prononcé pour la mode. Ouais. Djibril a toujours gardé ce goût-là. Moi, je suis un peu plus classique maintenant, parce que bon, voilà, avec le temps. Classique, pas si classique. Non, mais voilà, Mhm. ça va. C'est... Ouais. Ouais. Alors, il a parlé de l'accueil que Ouais. il a contribué à Alors, lui réserver. C'est gentil, mais Ouais. je pense qu'il parlait des autres. Ah, c'était pas toi? Ah, toi non. Non, moi, j'ai toujours été dans mon coin, en fait. Mhm. C'est parce que j'ai toujours une très bonne relation avec tout le monde. J'ai jamais été un problème pour qui que ce soit, en fait, dans un vestiaire. Je faisais jamais de bruit, en fait. Je prenais jamais la parole. Les gars, à chaque fois, ils venaient pas vers moi pour me dire ce que je devais faire parce qu'ils savaient très bien, parce qu'ils pouvaient attendre de moi. Je voulais qu'on me foute la paix, en fait. Moi, j'étais dans mon coin, je me préparais, j'avais mon rituel. J'étais prêt à aider qui que ce soit, à la fois dans le vestiaire, même sur le terrain. Ils savaient très très bien que pour moi, quand on partait sur le terrain, on partait à la bataille tous ensemble. J'y allais pas pour faire la une du journal, j'y allais vraiment pour qu'on gagne tous ensemble. Mais à contrario, il y avait ce paradoxe, c'était que j'étais vraiment quelqu'un de très discret dans le vestiaire. J'ai jamais été exubérant, j'ai jamais voulu endosser le rôle d'un leader ou de quoi que ce soit. J'ai jamais prétendu un statut quelconque dans un vestiaire. Voilà, je pense de toute manière, il faut se méfier des gens qui se autoprogramment leader, notamment dans les vestiaires de football, parce que je crois qu'ils ont un problème existentiel, ces gens-là, parce qu'être un leader, c'est naturel. Tu t'autoprogrammes pas d'être leader, en fait. Tu es désigné naturellement par les autres comme étant le leader de tous. Hein. Mais quant à l'accueil, je voulais revenir concernant la façon dont toi, c'était pour faire le lien avec la façon dont toi, parfois, tu as été accueilli. Alors, c'est peut-être aussi parfois dû à ton franc-parler, mais Non, non, mais mais c'était pas alors si... c'est quoi ce truc-là? Moi, ça me fascine, ça. J'aimerais bien savoir. J'ai bientôt 55 ans, à un moment donné, il va falloir qu'on me donne la définition de ça, parce que je n'arrive pas à comprendre. Toi-même, tu en parles, en fait, tu dis, mais avec mon On franc-parler... m'en a il faut encore le dire. parlé tout Oui. à l'heure. Ah ben, je t'ai ton entendu en franc-parler, parler. Ah ta ouais. façon de parler cash. Oui. Je sais pas, vous aimez le monde dans lequel on vit? Non, mais Ah. donc tu as toujours dit ce que tu pensais, en fait. En fait, ce que j'ai dit il y a 30, 40 ans, je dis la même chose aujourd'hui. Je n'ai pas changé d'un iota, en fait. Mais je trouve qu'aujourd'hui, ce que je dis, ça passe plus facilement entre les mailles du filet parce que tout le monde, de plus en plus, la majorité commence à penser comme moi, en fait. Tout le monde en a marre, en fait, ce discours qu'on te balance en permanence et la réalité que tu vis au quotidien, en fait.
Bon, mais où je voulais en venir, c'est que c'était pas Fais forcément. attention à ce que tu vas dire. Ouais. Non, pas forcément facile. Non, justement, pas forcément si facile d'intégrer l'équipe. À la fois les Bleus, ou c'était le cas aussi à Barcelone. Tu dis, c'est toi qui l'avais écrit. Chez les Bleus, c'était le clan des Marseillais étaient les patrons. Il y avait des clans aussi quand tu arrivais à Barcelone. Enfin, donc Oui. c'est pas si facile. Alors, les clans à Barcelone, c'était plus le côté nationaliste, en fait. Enfin, le côté vraiment trop prononcé de la Catalogne. Enfin, ça me dérange pas, hein, moi, ce côté-là. Mais encore une fois, moi, je suis pas fan des murs entre les gens. Je suis pas fan d'une certaine forme de communautarisme. J'ai un profond respect pour les traditions, les us et les coutumes de tout le monde. C'est comme tes aspirations politiques ou tes convictions religieuses, c'est un fait privé. Garde-les pour toi, partage-les avec des gens qui partagent comme toi, mais ne l'impose pas justement sur la place publique à tout le monde. Je suis fatigué de tout ça dans mon pays, en fait, en permanence. Moi qui suis neutre, d'une neutralité incroyable dans beaucoup de domaines, je suis fatigué d'être confronté à ça en permanence, en fait. Alors on avance parce que malheureusement le chrono avance aussi. Donc Euro 92, c'est ton premier tournoi majeur. Michel Platini te sélectionne, mais tu ne joues pas. En fait, tu savais que tu étais finalement davantage observateur de cet Euro 92. Et puis, donc, on va aborder les années géniales. Donc là, c'était un peu difficile. C'était génial aussi au départ. Oui, après, j'ai eu des années compliquées. Mais tu as eu des années compliquées, ouais. Tu dis la période pétard, enfin, etc. Ouais, c'était bien ça aussi. C'était bien aussi. Ouais. Bon, mais donc, parlons de ces années géniales. Ce sont les années 97-98. Ouais. Donc, effectivement, champion de France 97 avec Monaco, champion d'Angleterre, Arsenal 98, le mondial 98. Ouais. Et il faut remercier, alors aussi ce qui va t'amener, j'ai cherché un peu qui était ce garçon, qui va t'amener en Angleterre, il faut remercier quelqu'un qui s'appelle Jean-Marc Bosman, ou Bosman. Bosman. Toi, t'es pas foot, toi. Non, mais non, pardon. C'est un footballeur, oui, belge. Mais déjà, très franchement, non, j'avoue, mais je l'avoue. Bosman. C'est ça. Oui, mais bon, Bosman, il est entre deux trucs. Hein. Bah oui, mais belge, oui, mais s'il est belge. Jean-Jacques Bosman. Wallon. Vous avez tous vu le masque de fer là avec le Lille en face de Marseille. C'est un peu ça en fait. Dès qu'il a balancé une vérité incroyable, il a cru justement défendre certaines valeurs et d'être investi d'une dignité en plus. On lui a collé un masque, une étiquette, on lui dégage, sale peureux, enfin lépreux, pardon. Fous-moi le camp d'ici, en fait, tu nous emmerdes avec tes trucs, en fait. Donc, respect, monsieur Bosman, parce que grâce à vous, l'univers du foot et des footballeurs a changé considérablement. Un sacrifice a permis à des milliers, des dizaines de milliers de footballeurs de vivre la vie qu'ils ont aujourd'hui. Merci. Et nous allons retourner la photo suivante. Enfin, tu vas retourner la photo suivante. Ça va ? Ouais, très bien. Allez, voilà. Ah, alors ça c'était à l'issue d'un tournage porno. Je me rappelle après une scène où c'était un gangbang dans un jacuzzi. Non, je rigole. Avec des accessoires. On rigole, oh là là, calmez-vous tout ça. Putain. Je l'attendais pas celle-là. Mais non, pas du tout, pas du tout. Tu vois comment tu le regardes en plus. Ouais, t'as vu, je dis putain, j'en ai une plus grosse que toi. Donc, et là, c'est vrai en plus, non? Oui. Donc vraiment belle rencontre, Patrick. Ouais. Vas-y, il faut couper le truc. On avance. Très belle rencontre, Patrick Vieira. Ah, Pat, ouais. Parce que tes amis sont, la plupart de tes amis ne sont pas des footballeurs, ouais. Mais il est un ami et donc vous avez. Mon meilleur ami dans le foot, c'est William Gallas. Vous vous rappelez tous, hein, il a joué pendant très longtemps en équipe de France. Il a une immense carrière également. D'ailleurs, on se voit la semaine prochaine. Il habite à Budapest. Mais Pat, qu'est-ce que je peux dire sur Pat? Il a Pat. Je veux dire, on était comme une pièce de monnaie sur le terrain.
Ah, j'étais beau mec quand même. Hormis les poils au milieu, là, c'était dégueulasse quand même. Donc, il n'y en a plus aujourd'hui, des poils au milieu. Ah. Non, non. Ah. Puis ça veut rien dire en plus. Ouais, alors je disais, Pat. Pat, là, bah, il est noir, moi je suis blanc. Ah bon, ouais. Parce que là, tout va bien. Il était- Sénégalais, tu es normand. Ouais, voilà. Nagalef, magnifique. Et il est droitier, je suis gaucher. Et lui, il adorait partir ballon-pied. Et, moi, j'adorais jouer entre les lignes et avoir des passes laser. On était tous les deux boxing-box et, en Angleterre, devant 2 sentinelles devant la défense. Mais en fait, on gérait le milieu de terrain pour 3 joueurs. J'avais une telle confiance en lui, et lui pareil, qu'on se trouvait les yeux fermés sur le terrain. Et j'ai eu pendant 3 ans un plaisir incroyable, un amour inconditionnel pour le gars et pour le joueur qu'il était. C'était un joueur phénoménal. Lui, c'était un vrai leader. D'ailleurs, il a sa statue à l'extérieur de l'Emirates Stadium pour cette raison-là, parce qu'il incarnait vraiment toutes les valeurs du leadership, du vrai bonhomme quoi, sur le terrain. Pas le mec qui allait se cacher, quoi. Et, des mecs qui t'inspirent, en fait. Pas un suiveur, pas un follower sur les réseaux sociaux. Un suiveur. Pas un suiveur, lui, c'est vraiment un leader, quoi, tu vois. Est-ce que tu pourrais, Manu, nous chanter ta chanson, la chanson qui te concernait donc, quand tu étais, bien sûr, au club à Arsenal donc, il paraît que chaque joueur avait sa chanson. Emmanuel is blonde, is quick, his name is Pornoflake. Emmanuel is blonde, is quick, his name is Pornoflake. Voilà. Oui, voilà. Tu vois Bah, en fait, on a tous vu les films d'Emmanuel. Moi, en fait, c'était pas qui des n'a pas films- fantasmé. En plus, c'était pas des films J'attendais avec porno, c'était impatience que érotique. j'ai un petit rôle dans le film, même, mais je voulais être le siège, moi, tu vois. Le fauteuil en rotin. C'est ça. Mais très beau fauteuil. Ah oui, on devrait magnifique, en hein. mettre ici pour les Magnifique. rencontres. On devrait équiper On déconne. le Purple Lounge avec ses fauteuils. Je l'ai cherché partout, je l'ai trouvé. Donc il est blond, il est rapide, son nom ressemble à celui d'une star du porno. Ouais. Alors on en arrive, puisque le temps file, au mondial. Il y avait une pénurie de gauchers. D'une façon générale, dans le foot, mais dans le sport, mais même dans la société moderne, d'une façon générale. T'en connais beaucoup, toi, des gars, des personnes qui crient avec la main gauche? De plus en plus, je pense. Ah ouais, mais bon, vous êtes Ouais. une minorité, les gars, hein, donc fermez-la. Et c'est pareil dans les sports, en fait. Et d'ailleurs, il y a une étude qui a été faite par les scientifiques il y a longtemps, qui ont prouvé dans différentes disciplines, dans le sport, d'une façon générale, que les gauchers voyaient plus rapidement, étaient plus adroits techniquement également. Ils avaient une acuité qui était plus... Exactement, McKenna en fait partie. Mais il y a de grands joueurs talentueux dans le football. Il y en a également droitiers, hein, je ne suis pas stupide. Mais quand ils sont vraiment talentueux, il y a un truc différent, quoi. C'est une faculté. Dans le sport, dans le sport de haut niveau, aujourd'hui, c'est 3 critères de vitesse, hein. La vitesse d'analyser, de penser et d'agir. Et donc ces trois facteurs-là, en dehors de tes qualités techniques, font de toi que tu seras un joueur exceptionnel ou pas. C'est comme dans la vie de tous les jours, dans le commun des mortels, on est tous confrontés à des choix tous les jours. C'est à toi de faire en sorte que tu as pris l'information, que tu as analysé, que tu prends la bonne décision. Putain, c'est beau. C'est beau ce que tu dis. Hein. Putain. Ah, des fois, ça m'arrive de dire des trucs bien, tu vois. Alors, on va avancer dans ce mondial, le match inaugural contre l'Afrique du Sud. Et ce qu'on va retenir te concernant, c'est peut-être pas le match, mais c'est cette photo, finalement. Qui a... Oh là. Non, on la retourne pas. Non, on ne la retourne pas. Bah si, tu peux la retourner. Mais on l'a pas. Donc, mais non, mais c'est vrai. C'est mieux des fois de la retourner. Tu vois. Ouais. Cette photo, c'est peut-être le fait d'être gaucher. Enfin, la photo, tu as la main sur le cœur. Ah oui. Oui, sur l'autre cœur. Hein. Et tu sais que alors ça, mais ce jour-là, putain. Et c'est marrant parce que le match, sur l'équipe TV, il y a un mois de ça à peu près. Ils font souvent sur l'équipe TV des rétrospectives sur des matchs d'anthologie de légende de l'équipe de France. Et
il y a eu ce match-là, la finale. Et putain, et pendant les hymnes, je me rends compte, je vois la caméra passer, et mes coéquipiers m'avaient dit, tu vois, mais moi, je ne me rends pas compte, en fait. Et en fait, on me pose la question, mais pourquoi tu as fait ça? Je ne sais pas. Peut-être parce que j'ai 2 cœurs et 4 poumons. Mais, mais non, mais attends. J'étais comme ça. Hein. Je sais pas. C'était un geste politique, peut-être Je sais pas du tout, aucune idée, mais ça restera comme. Encore une fois, ça revient à la phrase que je voulais te dire tout à l'heure, mais que je peux pas le dire parce que c'est vulgaire, mais voilà. Mais que tu diras Les quand même à 7 la milliards fin. sur À la Terre. fin, à la fin. Je vous laisse réfléchir sur la suite. D'accord. Tu dis d'ailleurs concernant le mondial que le match le plus difficile était peut-être Paraguay. celui contre le Paraguay, À effectivement. Lens, ouais. Il faisait 33, 34 degrés. On a joué contre la muraille de Chine, avec Chaliver derrière. Mais moi, je l'appelle Chaliver, parce que je sais pas ce qu'il faisait dans les buts, là. Ah, il a tout sorti, et puis c'était la star de cette équipe. Et c'était vraiment la tactique, c'était nous amener au penalty, nous faire flancher sur le plan mental. Et la chaleur, les aidants, quoi. Je crois que c'est un des rares matchs dans ma carrière où j'ai fini sur des crampes. J'ai perdu 6 kilos ce jour-là. 6 kilos, j'étais cadavérique. J'avais les joues creuses, je voyais mes pommettes. C'était impressionnant, on était exténués. On s'est dit, mais ils vont réussir leur pari, en fait, les mecs. Alors, c'était la première fois que la France était en finale de Coupe du Monde. Ouais. Le programme. Et pourtant, la génération Platoche, tout ça. Moi, j'ai encore en mémoire Allemagne-France, là, Séville, là, qui me reste en travers de la gorge. Avec Patrick Battiston qui se fait déglinguer, on lui pète les dents. Il n'a même pas eu un carton rouge, rien du tout. Le lendemain, l'arbitre, il rigole à l'aéroport avec les Allemands. Enfin, bref. Ça restera toujours en travers de la gorge, ça. Comment as-tu vécu cette journée? Si tu peux nous raconter un peu le déroulement de la journée de la finale. Écoute, de façon extrêmement sereine. C'est possible. Mais alors, c'est même plus que possible dans la mesure où on était en train de réaliser ce jour-là quelque chose que personne n'avait fait avant nous. Je ne sais pas si vous vous rappelez quand même, je vais remettre les choses rapidement dans le contexte. Avant la compétition, on était targué de tout un tas de défaitisme de la presse sportive. Il y avait une ambiance extrêmement morose et négative autour de l'équipe de France. Pas nous, hein. Mais en plus, il y avait une cabale et des attaques particulières envers la personne d'Aimé Jacquet, pas l'entraîneur, mais l'être humain. Pour la presse, de façon générale, on était déjà perdant avant même de commencer la compétition. Donc, tu peux t'imaginer que le jour de la finale, moi, je me rappellerai toujours parce que j'avais un tel sentiment de sérénité en moi. Et en fait, moi, pendant la compétition, en demi-finale, je fais une double page dans un journal. Et c'était pour moi ma propre victoire personnelle dans cette compétition. Parce que j'étais souvent attaqué par ce journal, notamment par une poignée de journalistes, qui, même si je faisais des bons matchs, je trouvais toujours quelque chose de négatif à dire sur moi. Donc pour moi, ça a été une revanche incroyable de voir que ces gens-là ont été obligés de venir faire une interview avec moi. Et que le jour de la finale, je me rappellerai toujours parce que quand je me réveille dans ma chambre, c'est un dimanche, il fait un temps exceptionnel dans la région parisienne, mais dans toute la France, il me semble. On est à Clairefontaine dans le château. J'ouvre mes fenêtres. La première chose que je vois, c'est des lapins qui courent dans le parc de Clairefontaine. Je vois des oiseaux, je vois plein de sortes d'insectes. En fait, il y a une plénitude. Les rayons de soleil commencent à arriver. Pour moi, dans ma tête, à aucun moment, je me dis, Manu, aujourd'hui, on n'a pas rendez-vous avec l'histoire. Aujourd'hui, je suis convaincu qu'on écrit l'histoire. J'ai un sentiment de sérénité absolue. Quand je descends ce jour-là pour déjeuner avec mes coéquipiers, mes collègues, tous les joueurs et les staffs de l'équipe de France, je ressens exactement la même chose avec eux. On est tous
envahi d'un sentiment de plénitude, de sérénité. Il n'y a pas d'excitation, il n'y a pas d'emballement. On peut percevoir un petit peu de stress par rapport à l'événement du soir, mais le fait qu'on vit complètement éloigné et coupé du monde, et que volontairement, à cause de ce que je t'ai dit précédemment, on ne regarde pas la presse. Donc, on est vraiment isolé, on est concentré sur notre objectif, et on sait en fait qu'on est là non seulement pour jouer une finale de Coupe du Monde, mais on est là aussi pour tout un peuple. Rendez-vous avec l'histoire. Donc quand tu sors, je ne vais pas te faire tout le cheminement de la journée, mais quand on part avec le bus et qu'on sort de cette allée magnifique de Clairefontaine, je vous invite à aller voir un jour Clairefontaine, c'est somptueux le domaine. Les portes s'ouvrent et là, on est confronté au monde réel. Je t'en parle, mais c'est marrant parce qu'à chaque fois que j'en parle, je suis parcouru de frissons en fait. C'est magique. Si je pouvais remonter le temps et revivre ces moments-là, ce sentiment d'existence, cette puissance émotionnelle que les gens et cet amour que les gens t'envoient, ah putain, mais je suis prêt, tu vois, à payer cher pour revenir à ces moments-là parce que ça restera à jamais gravé dans ma tête. Et je pense mes coéquipiers également. Tu vois des centaines de gens. Tout au long du trajet. Tout au long du trajet. L'escorte policière avec nous, mais qui est obligée de se frayer un chemin, même sur l'espèce d'autoroute, là, où les gens, à l'image d'un Tour de France, sont arrêtés même sur la voie d'en face. Les gens sont sur leur toiture, ils sont sur les abris de bus, sur les poteaux électriques, sur les toits des maisons, dans les arbres. On a un cortège de je ne sais pas combien de motos et de scooters qui nous suivent. C'est démentiel le truc, c'est juste hallucinant, quoi. Et tout ça pour une finale de Coupe du Monde. Moi, j'essaye à chaque fois de prendre un peu de recul, je n'y arrive pas, et à chaque fois, j'essaie de minimiser en fait ce moment historique qu'on a tous vécu. Parce que, bizarrement, on n'est pas des chercheurs, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. On n'a pas créé un vaccin pour sauver des vies. Tu n'es pas Marie Curie, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Je suis pas Marie Curie. On n'est pas Marie Curie, on n'est pas des politiciens, on ne va pas changer le quotidien des gens. Mais au moins, on a une force incroyable. C'est qu'on peut amener de l'espoir, on peut susciter de l'amour et de l'appartenance. Que ce soit un patron du CAC 40 ou le balayeur de la rue, ce jour-là, tout le monde s'est entrelacé. Des millions de personnes. Exactement. Et ça, c'est la beauté du sport et la beauté du foot. C'est quelque chose qu'on doit conserver précieusement parce que ça traverse les générations et l'émotion est toujours la même en fait. Et je dirais même que le sport aujourd'hui, notamment le football, est le seul vecteur aujourd'hui où tu peux déclarer ton amour pour ton pays sans être targué de nationalisme ou de racisme ou de quoi que ce soit. Et il y a un sentiment d'appartenance et d'acceptation de l'autre aussi, malgré toutes les divergences qu'il peut y avoir au niveau religieux, politique, quand tu rencontres une nation. C'est là où je dis où le sport est très très beau. Il abat ces barrières-là et il unit les gens. C'est ce que j'adore le plus dans le foot et dans le sport, c'est l'unité entre les gens. Le score était de 2-0 à la mi-temps et Aimé Jacquet vous a dit de faire comme si vous étiez en fait... Ouais, elle a même poussé une petite gueulante à la mi-temps. Oui, donc faire comme si c'était 0-0. Et puis on va regarder ces images et tu vas, Manu, marquer le 1000e but de l'histoire des Bleus. On regarde. Grand moment, hein, bien sûr. Et ça aussi. Ouais. Inoubliable. Alors, en tout cas, nous, c'est comme un match. On est entré dans les prolongations, là, puisqu'on déborde le temps, notre heure. Donc, on va avancer. Je vais te laisser retourner la photo suivante, Manu. Ouais. Qui fait lien. Et voilà. Bah déjà, juste pour revenir vite fait, rapidement, juste une phrase. Je tiens vraiment, c'est pour ça que je suis content d'être revenu au sein de l'association, parce que je trouve que ce qu'on a fait dépasse largement le cadre individuel ou les égos, les tensions qui peuvent exister entre nous certaines fois, et que ce que l'on a réalisé ne nous appartient pas en fait, même si on a été les grands artisans de tout ça. Ça représente ce que l'on était, cette unité, et ça doit préserver. Et c'est pour moi, c'est ça qui est le plus important. Et que ce soit Pat, en fait, mon coéquipier d'Arsenal, voilà. Donc là, Jacques Chirac. Légion d'honneur, Jacques Chirac. La Légion d'honneur. Rappelez-vous quand même que le jour de la finale, il ne savait pas citer le nom des joueurs. Absolument.
Il l'a fait un peu façon playback, puis il essayait de deviner. Hein. Ah, c'est politique, je te jure, j'y arriverai pas. Hein. Mais il t'a dit quand même un mot C'est- concernant Bernadette. Hein. Oui, parce qu'on est tous en randonnion et tous, voilà, c'est à l'Élysée. Et donc, il dit des belles choses à tous mes coéquipiers. Puis il arrive devant moi, il est grand, hein, il était grand, enfin, je veux dire, il avait une stature. Et donc, on se Quand tu n'es regarde. pas petit, Comment Manu. Tu n'es pas petit, Manu. Non, mais quand tu regardes sur la photo, il est légèrement un peu plus grand que moi. Et il arrive, il a le regard très sombre, son visage se ferme alors qu'il n'arrêtait pas d'être souriant, d'être très avenant, d'être très jovial avec tout le monde. Et puis il me regarde, il se tourne comme ça, puis son visage se fige. Il prend on lui refile la médaille. Et il me dit, vous, je vous aime pas. Je me suis dit, merde, qu'est-ce que j'ai fait encore? Et je suis derrière, et puis il me dit, parce que ma femme vous adore. Donc, il avait le sens de l'humour aussi. Vu les circonstances et le moment dont on parle, j'en menais pas large. Donc, non, c'était un moment inoubliable. Alors après, il y a eu effectivement tout ce moment sur les Champs-Élysées. Alors on avait une vidéo, mais tout le monde se souvient de cette vidéo, donc on ne va pas la passer maintenant. Donc Légion d'honneur, la rosette. Rosette. La rosette, tu ne la... C'est pas la rosette? Si, c'est la rosette. Tu ne la portes pas là, hein, précisons. Non. Non. Et tu l'as portée. Alors j'ai lu que tu as dit l'avoir portée lorsque tu es retourné dans le village, donc Oui, dans ton village. Saint-Nicolas. Donc c'est pas tout récent. L'as-tu reportée depuis? Non. Ah non. Et je t'avouerai que je ne sais pas où elle est. Oui. Pas bien. Hein. Bah, même toutes les médailles, tout ça, je veux dire, si tu viens chez moi, il n'y a que deux choses qui me rappellent ma vie d'avant. C'est la Coupe du Monde personnalisée, qui a été remise de façon à tous les joueurs. Et le trophée également individuel qui a été remis pour le championnat d'Europe. Mais j'ai pas de maillot, j'ai rien, j'ai pas de poster, j'ai pas de photo, j'ai pas de médaille. C'est tout dans un garde-meuble en fait. Même la médaille de la Coupe du Monde, je sais pas où elle est. Dans tes cœurs. Alors encore une fois, je peux comprendre que côté émotionnel, il y a des gens, ils disent mais attends, mais même des joueurs je connais, chez eux, ils ont une pièce dédiée à tout ce qu'ils ont fait dans leur carrière, tout ça. Je comprends tout ça. C'est pas mon truc. Alors nous saluons la présence ce soir de Robbie Langers, qui est footballeur en allume. Voilà, Robbie, footballeur luxembourgeois qui a joué à Metz et prêté par Metz d'ailleurs, Robbie, à Orléans. Ça va ? Et Robbie, tu avais éliminé donc en D2 le PSG au Parc des Princes en Coupe de France. Et tu as même joué à Cannes avec le jeune Zinedine Zidane. Et tu as joué contre Manu. À Cannes ? Oui, ben d'abord, souviens-toi, Manu, tu as dit que tu as joué ton premier match en mars 89 contre Sochaux. Et tu te souviens, contre Orléans, 2 mois plus tard, en Coupe de France, en quart de finale. À Orléans ? Orléans, Ouais, l'US Orléans. Ouais, tu te souviens, Orléans et puis à Monaco. Ouais. C'est la première fois que j'ai joué contre toi. Ah oui. Et ça fait 35 ans maintenant. Ouais. Oh, bah, sinon. Ouais. Et puis après, évidemment, les derbies Nice-Cannes, Nice avec Nice contre Monaco, hein, souvent, et puis aussi avec Cannes. Et tu as dit quelque chose aussi, le match je pense que ça nous a tous touchés à l'époque, demi-finale Coupe de France. Tu as éliminé la Cannes. Au penalty. Oui, je m'en rappelle. Voilà. C'était à Cannes d'ailleurs. Voilà, oui. Chez nous. Match de fou. On va au penalty. Ouais. On tire. L'ambiance de malade qu'il y avait ce jour-là. Ah oui, derby. Hein. Et voilà. Et on tire les pénaltys. On va au penalty. Je pense que Zizou a tiré le premier. Moi, je pense le deuxième. Moi, je n'ai pas tiré. Jamais tiré. Tu n'as pas tiré. Mais nous, on en a loupé un. Vous avez marqué tous les 5. Donc, vous allez en finale de la Coupe de France. Moi, je n'avais que les yeux pour pleurer, le petit Zizou aussi, parce que ça aurait été la première fois de ma vie, et aussi la dernière fois, parce que j'avais 32 ans à l'époque, que j'aurais pu jouer une finale de la Coupe de France. Et le lendemain, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu le match qui devait se jouer à Furiani. Donc c'était ce match. La finale ne s'est pas jouée. La finale ne s'est pas jouée. Tu vois. Donc c'est pour ça que je me souviens de tout cela. Ouais. Mais je suis très content que tu sois venu au Luxembourg et merci. que tu allais venir. Je me disais, il faut que je le revoie. C'est gentil. Ouais.
Merci beaucoup, Roby. Meilleure mémoire que moi, en tout cas. Alors, on va avancer, vraiment, on va sauter des étapes, Manu. Et donc, je vais te proposer de retourner la dernière photo. Ah, Jean-Henri Jäger. Ça a été plus que... Ça a été le... J'ai pas eu beaucoup d'opérations dans ma vie, mais quasiment toutes les opérations, c'est lui qui les a faites. Hein. Opération au genou. Genou, l'ostéotomie également, c'est lui qui l'a faite. Ouais. Et donc à Strasbourg. À Strasbourg. On était amis. J'étais venu plusieurs fois dans sa résidence du côté de Colmar. Ouais. Et c'est quelqu'un que j'avais beaucoup de respect pour lui, mais j'avais une grosse affection pour lui parce que c'était une belle personne. Ouais. Et il est décédé en 2022 à l'âge de 77 ans. C'était un éminent chirurgien. Ouais. Et si j'ai souhaité qu'on s'attarde un moment et qu'on lui rende hommage finalement à Jean-Henri. Alors tu dis Jäger, toi? Et on disait plutôt Jäger. Ouais. Alors, moi, je veux pas retenter le coup avec les prononciations. Moi, j'aurais dit Jager, enfin Jager, ouais. Un peu comme le. Mais oui, non, mais comme. Mais il faut tout, voilà, bossement, voilà. Bon, bref. Donc, si nous lui rendons hommage ce soir, c'est parce que, en fait, Jean-Henri Jäger, qui est né quelques jours après le débarquement, le 18 juin 1944. Mais sais-tu où il est né? Non, il n'est pas né à Dieppe. Il est né à Thionville. Ah bon? Donc, il est né à quelques kilomètres d'ici, effectivement. Sais-tu comment est venue sa vocation pour la médecine Non. Ben, tu vois, donc je vais te l'apprendre. Donc, papa ingénieur à la SNCF, sa maman travaillait chez un notaire et sa vocation de médecin lui est venue à l'âge de 6 ans quand il a pris un coup de pied dans le ventre lors d'un match de foot. Son état s'est aggravé. Le médecin a suspecté une perforation intestinale. On a découvert la blessure en l'opérant. Le médecin lui a sauvé la vie. Il est resté 5 semaines à l'hôpital et c'est à l'âge de 6 ans, suite à cet épisode, qu'il a décidé de devenir médecin. Et quel médecin il a été en tout cas? Et donc il s'est penché sur il a vu défiler devant lui les genoux les plus chers du monde. Hein. Exactement. Ouais. C'est lui qui soignait tous les plus grands sportifs au monde. Ouais.